question, Dalida, c'est que quand vous aviez donc 20 ans, quel était votre idéal? Je pense qu'on doit avoir une envie de réussite fantastique. Mon idéal, c'était de réussir, de devenir quelqu'un. Mais à quel prix? Dalida, une de nos chanteuses les plus populaires, est morte aujourd'hui. C'est son habilleuse qui l'a découverte dans sa maison de Montmartre en fin d'après-midi. Dalida s'était suicidée, elle avait 54 ans. La vie et la triste fin de Dalida. De son vrai nom Yolanda Gigliotti, Dalida est née au Caire le 17 janvier 1933. Issue d'une famille italienne immigrée en Égypte, elle est la seule fille parmi deux frères, Orlando son aîné et Bruno, le cadet. Son père, Pietro, qui est premier violoniste à l'Opéra du Caire, lui fait découvrir la musique. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, son père, comme tous les immigrés italiens, est interné dans le camp de Fayed, près du Caire, l'Égypte étant devenue une alliée du Royaume-Uni. Tous les 2 mois, elle lui rend visite, mais le voit progressivement dépérir. Son père revient du camp en 1944 avec des migraines et l'amertume de sa carrière gâchée. La famille doit alors subir son instabilité psychologique et sa violence. Cette période traumatise la jeune Yolanda Gigliotti. Son père meurt d'une congestion cérébrale 1 an plus tard. À peine 10 mois, elle souffre d'une infection des yeux. La petite fille guérit, mais malheureusement, Yolanda garde une séquelle de cette maladie, un important strabisme. À l'école, la fillette subit de nombreuses moqueries. Complexée, elle souffre du regard des autres. Durant l'adolescence, elle suit des cours de théâtre à l'école. Contre toute attente, elle possède un véritable talent pour la comédie. Cet art l'aide à prendre confiance en elle et ainsi à accepter son strabisme. Terminer les complexes. À 18 ans, la jeune femme se présente en cachette à un concours de beauté. 3 ans après, elle participe au concours de Miss Égypte et gagne le premier prix. Sa victoire au concours de Miss Égypte lui ouvre les portes du cinéma égyptien. En effet, l'élection est suivie par Niazi Mostafa, un réalisateur égyptien, et par Marco de Gastine, un réalisateur français. Le premier l'engage pour tourner dans son film Un verre, une cigarette. Le deuxième lui propose de jouer le rôle d'une espionne dans le film Le masque de Toutankhamon. Sur les conseils de Marco de Gastine, qui croit en son talent, elle décide de partir en France pour continuer sa carrière. Malgré les réticences de sa famille, le 24 décembre 1954, elle s'envole pour Paris. Arrivée à Paris le jour de Noël, la jeune immigrée trouve les portes du cinéma fermées. Au fil des mois, le manque de ressources financières pèse sur elle. Mais, elle continue d'écrire à sa famille en leur disant que tout va bien. Elle espère faire carrière dans le cinéma, mais prend rapidement conscience que son maigre bagage ne pèse guère aux yeux des producteurs français. Elle s'oriente alors vers la chanson. Rapidement, elle y excelle. Elle séduit avec sa voix rauque et ensoleillée. Elle est engagée dans un cabaret des Champs-Élysées et plus tard à la Villa d'Est. Repérée par Bruno Cocatrix, le patron de l'Olympia, elle participe à un concours de jeunes chanteurs amateurs. Lors de l'émission numéro 1 de Demain, Eddie Barclay et Lucien Maurice sont présents. Le premier, patron de la maison de disques Barclay, la signe sur son label. Le second, directeur des programmes d'Europe 1, décide de promouvoir sa carrière. En octobre 1956, Lucien Maurice pense avoir déniché le titre phare de Dalida, Bambino. Maurice bloque la chanson, la fait enregistrer en une nuit et la fait passer toutes les heures à l'antenne d'Europe 1. Bambino rencontre un grand succès en France et parvient à se classer en tête des ventes pendant plusieurs semaines. Sur cette lancée, Dalida partage quelques semaines plus tard la même scène de l'Olympia. D'abord en première partie de Charles Aznavour, puis en vedette américaine de Gilbert Bécaud. La chanteuse fait éditer son premier album dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Norman Granz, l'impresario d'Ella Fitzgerald, profite de la venue de Dalida aux États-Unis pour lui proposer un contrat de 15 ans à Hollywood. Toutefois, la chanteuse décline la proposition. Dalida fait désormais les couvertures des magazines. Le 17 septembre 1957, on invente pour elle le premier disque d'or. Lucien Maurice est devenu plus qu'un Pygmalion pour la jeune chanteuse. Une idylle est née entre eux. En 1958,
elle reçoit l'Oscar de Radio Monte-Carlo, qu'elle garde 7 ans de suite. Puis, elle part en tournée à travers le monde. Elle passe ensuite à Bobino où elle triomphe. Lucien Morisse continue à lui faire enregistrer des succès. Elle est la chanteuse préférée du moment et trône dans les hit-parades devant Édith Piaf et Jacques Brel. Le 18 avril 1961, Lucien et Dalida se marient à Paris. Elle fait venir sa famille dans la capitale française puis part en tournée tout de suite après le mariage. Lucien Morisse ne la laisse pas souffler. Travail, travail, travail. Aux dépens de leur vie de couple. Dalida se sent délaissée. Quelques mois après, elle rencontre Jean Sobieski lors d'une escale à Cannes. C'est le coup de foudre. Un bras de fer va alors commencer entre elle et son mari Lucien Morisse. Malgré sa dette artistique envers lui, elle désire retrouver sa liberté, ce qui est difficile à accepter pour le nouveau marié. Quelques mois après son mariage, Dalida finit par se séparer de Lucien Morisse. Elle le quitte pour Jean Sobieski, acteur, peintre et futur père de l'actrice américaine Lélé Sobieski. Malgré sa nouvelle passion, Dalida n'oublie pas sa carrière. La vague yéyé débarque en France. En décembre 1961, elle est à l'Olympia. Les Jeux sont loin d'être faits car Dalida ne fait plus office de jeune première dans le monde du showbiz. C'est pourtant un triomphe. Cela réconforte la chanteuse et ses fans. Elle se produit durant un mois dans la salle qui accueille plus de 2000 spectateurs par soir. Puis elle part en tournée, notamment à Hong Kong et au Vietnam, où elle est une véritable idole. L'été 1962, Dalida chante Petit Gonzalez et obtient à nouveau le succès qui la suit depuis si longtemps. Cette année-là, elle achète un hôtel particulier à Montmartre. La maison, qui ressemble au château de la Belle au bois dormant, est perchée sur un des quartiers les plus célèbres de Paris. Le 26 janvier 1967, Dalida participe au festival de San Remo avec Luigi Tenco, le nouvel homme de sa vie qu'elle a convaincu de prendre part à la compétition. Ce soir-là, les amants ont l'intention d'annoncer leur projet de mariage à leurs proches. Angoissé par l'idée d'un échec au festival, Tenco consomme de l'alcool et prend des calmants. À la suite d'une prestation jugée médiocre et malgré la prestation de Dalida, le titre Ciao Amor n'est pas retenu par le jury. Terrassé par la honte, le chanteur regagne sa chambre d'hôtel, où il se suicide en se tirant une balle dans la tête. Inquiète du comportement de Tenco, Dalida quitte le festival pour se rendre à son hôtel où elle le découvre sans vie. Sous le choc, elle caresse le visage de Tenco et se couvre de son sang. Dans les semaines qui suivent, elle enchaîne émissions de télévision et enregistrements. Le 26 février, elle fait croire à son entourage qu'elle embarque à l'aéroport de Paris-Orly pour rejoindre la famille de Luigi. Elle regagne ensuite l'hôtel Prince de Galles et tente de se suicider en absorbant une importante dose de barbiturique. Trouvée inanimée, elle reste plusieurs jours dans le coma, puis passe plusieurs mois à l'hôpital en convalescence. La brève et tragique histoire de Luigi Tenco marque Dalida à la fois personnellement et artistiquement. Elle change de jeu de scène, s'habille de grandes robes blanches, affiche un look de Madone. Elle remporte un nouveau triomphe à l'Olympia en octobre 1967. Le public apporte toute son affection à une star qu'il sent blessée et meurtrie. Une sorte de malédiction morbide semble peser sur la star. Son premier mari, Lucien Morisse, se suicide à son tour en 1970. Après quelques succès populaires, elle chante avec le tendre de Léo Ferré et décide d'interpréter exclusivement des chansons ayant à ses yeux un intérêt artistique. Devant le scepticisme de Bruno Cocatrix, Dalida loue elle-même l'Olympia fin 1971 et remporte un nouveau succès. En 1973, elle interprète Parole Parole, gigantesque tube, en duo avec Alain Delon. Dans les années 1970, Dalida change encore d'apparence. Chevelure de plus en plus flamboyante, corps sculpté par des robes en lamé, Dalida cesse d'être Madone pour se faire star hollywoodienne. En 1972, elle rencontre un jeune journaliste à Ici Paris, Pascal Sevran, qui deviendra l'un de ses intimes et composera pour elle. L'année suivante, il venait d'avoir 18 ans, nouveau et gigantesque succès qui demeurera l'un des classiques de Dalida.
Les titres à succès s'enchaînent, Gigi Lamoroso, Parole Parole, Il venait d'avoir 18 ans deviennent tous des classiques. Dalida poursuit les tournées en France et à l'étranger et se produit au Palais des Sports du 5 au 20 janvier 1980, dans un spectacle digne des plus grands shows de Broadway, où s'enchaînent chorégraphie et changements de costumes. En 1985, elle retourne dans son pays d'origine. Elle révèle ses talents d'actrice dans le film Le sixième jour de Youssef Chahine. Ce retour aux sources la bouleverse et Dalida se replie de plus en plus sur elle-même. Elle enchaîne toujours les tubes, mais sur le plan sentimental, c'est une femme brisée qui accumule les déceptions. Ses anciens compagnons Lucien Maurice, Luigi Tenco et Richard Chanfray, ainsi que son amie Mai Brandt se sont tous donné la mort. Noyée dans un profond mal-être et lasse de cette solitude qui la pèse, Dalida a du mal à remonter la pente. Elle ne supporte plus la souffrance morale et considère que la vie ne peut plus rien lui apporter. La nuit du 2 mai 1987, elle décide de s'endormir à jamais. Laissant pour dernier message « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». C'est avec des somnifères et un verre de whisky que Dalida s'est donné la mort, brisant le cœur de millions de Français. Aujourd'hui, à Montmartre, quartier qu'elle aimait tant, une place ornée de son buste porte son nom.